invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Andrew Etherington est avec nous, le responsable de la gestion diversifiée d'AXA IM. Bonsoir Andrew. Bonsoir. À vos côtés, Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Et Kevin Tauzet qui nous accompagne également, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire, messieurs. Bon, nous attaquons la 4e semaine de Donald Trump, seulement ou déjà, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on retient des 3 premières semaines, Kevin? Tout le monde a beaucoup réfléchi au programme de Trump avant son installation, quelles allaient être les priorités, quel pouvait être le séquençage des priorités économiques de Donald Trump. Est-ce qu'on a quelques éléments de réponse à ce stade entre le spin, le bruit et la substance qu'on essaye de retirer toujours de Donald Trump et de sa stratégie? Si je dois le résumer en une phrase, alors je vais faire un anglicisme et je vais essayer de le franciser, c'est qu'il n'aboie plus qu'il ne mord, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que voilà, la séquence qu'on peut voir encore sur le week-end depuis vendredi, menace de réciprocité tarifaire, ça semble comme ça une escalade des tarifs, enfin sauf que c'est plutôt une désescalade des tarifs, parce que quand on regarde dans le détail quels sont les niveaux de tarifs moyens ou pondérés des échanges avec ses principaux partenaires économiques, alors je regarde autour de chez nous, en Europe, en Italie, en Allemagne, on a plutôt un ajustement qui est de l'ordre, ça se compte sur les doigts d'une main, et encore, c'est plutôt des dizaines de points de base. Et donc on est très loin des 10%, de la menace des 10% qui pouvaient être agités il y a de ça encore quelques semaines. Donc ça, c'est, si je veux voir le verre à moitié plein. Après, il y a quand même une autre question qui se pose en face de ça. C'est que, alors je vais paraphraser là un philosophe américain qui s'appelait Thoreau et qui a été repris par Roosevelt, qui disait que ce qu'on a le plus à craindre, c'est la crainte elle-même. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui mord le plus? Est-ce que c'est les tarifs douaniers ou est-ce que c'est l'incertitude liée à la mise en place de ces tarifs douaniers? C'est vrai que quand on soulève le capot, la réponse, elle semblerait plutôt du côté de l'incertitude, c'est-à-dire que si on s'applique, ou en tout cas on fait ces calculs d'économistes-là sur la mise en place des tarifs tels qu'ils étaient annoncés, c'était un choc sur l'économie, on va dire, européenne de l'ordre de 0,2, 0,4 points de PIB en fonction, et un choc aussi sur le front de l'inflation. Si on regarde les dernières études, notamment de la Banque Centrale Européenne, sur qu'est-ce que ça veut dire un choc d'incertitude, un choc d'incertitude, si on regarde, on va dire, l'écart type de l'incertitude actuelle politique et géopolitique en Europe, on est plutôt en train de parler de points de pourcentage du PIB. Et donc c'est bien là qui est, je pense, le nœud du problème. Ouais. Il y a une forme de... Et donc, ça veut dire quoi? Stratégiquement, les entreprises préféreraient avoir une visibilité sur les tarifs, quitte à ce que le tarif soit élevé, mais au moins appliqué en une fois, on peut s'adapter, le change a en partie déjà absorbé sans doute une partie. La manière dont Trump utilise les tarifs, c'est quelque chose qui tient plus du supplice, quoi. C'est-à-dire qu'on laisse planer une menace permanente. Et là, ça crée vraiment des dommages et des dégâts qui sont peut-être à l'arrivée plus importants que si on avait mis dès le départ une barrière tarifaire. Oui, et puis c'est, on va dire, l'étalement dans le temps de ces menaces-là aussi, ça crée, on va dire, un choc de confiance sur des velléités de chefs d'entreprise à dépenser, sur des velléités de ménages à dépenser également. Et donc c'est bien ça qui pose problème aujourd'hui, parce que là, on va dire, la fameuse guerre commerciale que l'on nous agitait, si je me permets une petite blague, elle a commencé le 3 février, puis elle s'est finie le 3 février, quoi. Avec l'aller-retour qui a pu être fait vis-à-vis du Canada et du Mexique. Et ça, on peut l'extrapoler au-delà du Canada, du Mexique, qui sont évidemment des partenaires privilégiés et tellement intégrés à l'économie américaine qu'on a du mal à comprendre le sens de 25% de tarifs à ces frontières-là. Ça, on peut l'extrapoler à un ennemi comme la Chine, à une zone économique peu considérée comme l'Union européenne. Oui, alors c'est vrai que voilà, là aussi, si on écoute ce qu'il dit ou qu'on lit ce qu'il écrit vis-à-vis de la Chine, il dit notamment qu'il a le temps. Mais voilà, là aussi, encore une fois, quand on regarde les chiffres de l'emploi de vendredi dernier, nous, on voit un taux de chômage qui baisse, qui passe sous les 4%, une inflation salariale qui reste très élevée, sans doute un peu trop élevée pour pouvoir atteindre ce fameux 2% cher à la Réserve fédérale à un horizon, on va dire, relativement acceptable. On espère avant la fin du mandat de M. Powell. Ça semble être ça se met en face de ça. Et pareillement, quand on regarde, on avait des indices, notamment du Michigan. Donc, confiance du consommateur, des ménages. Confiance du consommateur. Et quand on regarde au sein de ces indices-là, on voit que les ménages américains, leurs anticipations d'inflation sur
l'année qui vient, sur les 12 prochains mois, allait passer de 3,2% à 4,2%. Oui. Et ça, je ne suis pas sûr que ça aille trop dans le sens de ça donne le temps à M. Trump de laisser voir venir les choses. Ouais. Andrew, qu'est-ce que vous retirez de ces 3 premières semaines? Est-ce qu'elles nous éclairent un peu plus sur les priorités économiques de Donald Trump? À part la présence de Donald Trump sur les médias, pas trop. En fait, c'est un animal médiatique et quelque part, on est obligé de faire la part des choses entre l'économie américaine, le potentiel d'endommagement qu'il peut faire à l'économie mondiale. Mais la réalité, c'est que, comme tu viens de citer, la croissance reste soutenue, l'inflation reste au-dessus des anticipations, des targets, des cibles, et certaines mesures vont dans le mauvais sens. Et le moindre chose qu'on peut estimer aujourd'hui de la politique tarifaire de l'administration du président Trump serait probablement négatif. Donc, les taux n'ont pas pu baisser beaucoup. Ça reste plutôt élevé. Il y a un crainte sur le long terme qu'il y aura une destruction de la capacité productive qui ferait qu'on a un ralentissement. Je ne suis pas encore sûr que ça, c'est la vérité. Mais ce qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est rester concentré sur l'économie. Le macro, ça va bien. Ouais. Le micro aussi bien. Ouais. Donc, il y aura des conséquences de sa politique. On va le recevoir, ou on va le ressentir en Europe comme en Chine. Je ne suis pas sûr que ce qui s'est produit avec le Canada et le Mexique, c'est la fin de cette question. Il a retardé. Quoi qu'il en soit, ils vont avoir plus de tarifs qu'on espère. Et peut-être moins de ce qui était annoncé lors de la campagne. Parce que sa façon de transactionnelle, et ça mène son débat, soi-disant. Donc, voilà. Donc, nous restons plutôt confiants, mais ce n'est pas une situation avec une volatilité accrue où on est vraiment censé d'exposer nos portefeuilles d'une manière plus risquée, positive, mais pas très agressive. Mais politiquement, il est encore, il est encore légitime sur la question des tarifs, etc. Il a été élu aussi en partie pour ça. Il est légitime parce qu'il est élu. Après, oui. Est-ce que ça raisonnement sur ce qu'il va faire est crédible? Pour la plupart entre nous, probablement pas, par rapport à ce que lui veut chercher. Mais il faut tenir en compte que c'est le roi d'aujourd'hui, mais vous avez une bonne expérience ici, on peut aussi lui couper la tête. Donc, à terme, parce qu'il ne va pas livrer à son électorat ce que lui les a déjà promis. C'est impossible avec ce qu'il promet, avec ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est intéressant. Il y a les midterms en 2 ans. Oui. Ah bah bien sûr. Et je crois qu'il faut... s'il y aura une opposition, parce que pour l'instant, il y en a très peu aux États-Unis. Mais le débat, ça va continuer. Il va y avoir... tous les semaines, la 4e, comme la 5e et 6e semaine, on va avoir les déclarations, puis les négociations, puis un repositionnement. Bon. Autant sur les tarifs, alors oui, on a un peu d'expérience du premier mandat, de la première guerre commerciale, on a déjà vu, alors Colombie, Canada, Mexique, etc. On peut très vite menacer, mais aussi très vite se retirer ou mettre des suspensions ou des reports dans le calendrier. Ce qui est assez nouveau dans Trump 2.0, c'est ce qui se passe du côté du Doge, par exemple, Andrew, avec effectivement Elon Musk, des équipes qui arrivent, qui sont capables peut-être d'avoir accès à des données du Trésor américain pour avoir une vision, un mapping un petit peu de toutes ces dépenses fédérales qui s'étalent entre 6 et 7 trillions de dollars quand même chaque année. Avec beaucoup de promesses d'économies à l'arrivée. Donald Trump parle même de faire des économies sur les dépenses du Pentagone, le département de la Défense. C'est quand même pas neutre dans le discours de Donald Trump. Cette partie-là, comment est-ce que vous la voyez avancer? Économie, efficience du gouvernement américain, dérégulation, ça semble être quelque chose d'assez prioritaire là aujourd'hui. En tout cas, dans la résonance médiatique qu'on donne à Trump depuis 3 semaines. Il est en train d'éviscérer un système qui est assez interventionniste. Il n'est pas si loin de ce qu'on a en Europe, quoi que l'on croit et qu'on regarde les États-Unis. Certes, il y a une partie qui est extrêmement libérale et ce sont des gens qui ont payé sa campagne, pas ceux qui sont votés. C'est ça qui va avoir dans la durée, je crois que la dichotomie ou le conflit éventuel. Mais aujourd'hui, avoir un fonctionnement d'État déstabilisé,
c'est jamais porteur. C'est pas pro-croissance, Mais là. on ne sait pas trop, non. Pas dans un premier temps. Pas dans un premier temps. Il aurait raison avec la dérégulation et autre chose, mais pour aujourd'hui, c'est très flou. On ne sait pas jusqu'à où ils sont allés. On sait il y a pas. quand même il y a quand même les protections pour les institutions et les cours qui sont là pour les protéger, ce qu'on a déjà vu avec le Doge, parce que... Il y a un petit truc qui s'appelle la justice fédérale aux États-Unis qui est... Ce qui est un peu moindre ce que ça a été il y a 4 semaines, parce qu'on a déjà viré pas mal de gens qui sont travaillés là-dedans depuis très longtemps. Donc ça, c'est inquiétant. Ouais. Mais en fait, pour nous, pour des investisseurs, ce qui porte, c'est ce qui est devant nous aujourd'hui. Certes, on va avoir des projets et des plans sur 6 mois, sur 12, 18 mois. Mais aujourd'hui... L'économie américaine va c'est bien. trop tôt pour craindre un ralentissement. L'Américain, les ménages, ils sont en pleine forme. Michigan l'a montré. C'est l'inflation liée, mais c'est parce que la croissance y est. Il va y avoir encore plus de stress sur le chômage, en fait, plutôt sur les négociations salariales, parce qu'il y a peu de monde à revenir sur le marché de travail. Donc ces tensions-là, pour l'instant, elles ne disparaissent pas du paysage. Non, pas tout de suite. Qu'est-ce que vous retenez de ces 3 premières semaines de Trump ? Parce que Trump est aussi business-friendly, qu'on l'imagine, qu'on le dit. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, quand même, il faut le dire, du point de vue des marchés, autour de cet aspect pro-croissance, pro-business d'un Donald Trump. Ouais, en tout cas, les craintes sur la guerre commerciale, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus d'aboiements que de réalité. On a l'impression qu'il brandit des chiffres énormes pour les retirer ensuite, juste pour obtenir quelque chose. Et si ce quelque chose est raisonnable avec du donnant-donnant, à la limite, on pourrait s'en sortir. Donc, d'une certaine façon, on voit bien quand même que ce que les marchés craignaient, c'était plutôt des hausses brutales de droits de douane qui se traduisent en général par des craintes d'inflation, des taux qui montent et des marchés actions qui baissent. On l'a très bien vu le jour où, pendant une demi-journée, il a commencé à donner un semblant de concrétisation de taxes élevées pour le Canada ou le Mexique. Aussitôt dit, aussitôt enlevé, aussitôt le marché est revenu en arrière. Donc ça, c'est plutôt... J'ai pas très bien compris d'ailleurs ce qu'il avait obtenu de spécifique du Canada et du Mexique par rapport à la situation existante et l'état des relations existantes entre les États-Unis et ses 2 partenaires. Mais ils se sont juste dit qu'ils se sont parlé un mois pour discuter tranquillement et qu'on verrait ça dans un mois. Donc j'ai bien compris qu'il n'y avait pas eu de grosse concession. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il obtienne grand-chose. Donc je reste sur les droits de douane. Pour l'instant, je suis plutôt rassuré. Je pense que les marchés le sont aussi. Alors, on continuera à avoir des annonces tonitruantes. Bon, celle d'aujourd'hui, en revanche, c'est différent parce que ce genre de truc sur les métaux, sur l'acier, sur l'aluminium, j'allais dire, ça fait depuis 50 ans avec les États-Unis. Oui, c'est un classique. C'est quand même un truc classique. Ça concerne... quelle que soit l'administration américaine depuis 40 ans, il y a déjà eu ce genre de schéma. Puis c'est un peu moins visible pour le consommateur final américain que les colis Chine ou Temu qui ont été exemptés de taxes. C'est pas complètement neutre, mais je dirais on n'a pas attendu Trump pour avoir ce genre de choses. Donc ça, c'est pas si méchant. Non, là où je trouve que Trump 2 est différent de Trump 1, c'est sur le régalien. Bon, en politique étrangère, on ne s'étendra pas, mais c'est quand même plus... disruptif, on va dire, même si on n'y croit pas toujours. Et puis, cette volonté de baisser les coûts, alors que depuis Trump comme Biden, pour l'instant, l'économie américaine a plutôt vécu d'une relance massive avec des déficits très importants. Donc là, il y a une forme d'incohérence entre la volonté, effectivement, de faire des économies sur le train de vie de l'État, qu'on peut comprendre, mais en même temps, une volonté de maintenir une économie dynamique, avec néanmoins, avec tous les baisses d'impôts qui se profilent, un déficit qui a peu de chances de baisser. Donc c'est vrai que dans un premier temps, le consommateur est très heureux et l'économie va bien, mais les questions d'inflation, même si les questions tarifaires sont moins violentes qu'attendues, ça reste une préoccupation du consommateur. Je pense qu'aussi globalement pour les entreprises, pour l'investissement aujourd'hui, c'est difficile de se projeter, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe. On espère la paix en Ukraine, mais on n'est pas encore tout à fait sûr qu'elle soit là. On ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener. Donc j'imagine que pour des projets dans les capital goods ou d'investissement massif, à part peut-être dans l'IA et encore, on peut concevoir un certain attentisme, et même du côté des consommateurs. Donc ça peut effectivement, si ça dure trop longtemps, être un élément négatif, un choc de confiance en quelque sorte, qui pourrait finir par peser sur la demande. Et ça, c'est un point sur lequel il faudra faire attentif. Dans les comportements d'entreprise, face à la menace des tarifs, alors il y a l'idée d'un attentisme. Est-ce qu'il peut y avoir aussi l'idée d'une certaine anticipation ?
C'est-à-dire, on verra bien, je me prépare quand même, des entreprises américaines, à ce qu'il y ait des taxes de 25% sur mes intrants, acier, aluminium, etc. Est-ce que des entreprises ont fait des stocks ou sont peut-être aujourd'hui en train de réaliser des stocks en attendant l'exécution réelle de ce genre de tarifs? C'est là qu'il va falloir faire attention parce qu'il y a quand même, notamment, je pense, sur les spiritueux, pour les boîtes européennes ou autres. C'est aussi classique de la littérature trumpienne. Il y a dû y avoir du stockage, enfin les anticipations de stockage ou déstockage en fonction des régions entre le sell-in et le sell-out, compte tenu de toutes ces incertitudes. Il va falloir être prudent dans la lecture des chiffres du sell-in. Parce que il est possible qu'on ait stocké par-ci, déstocké par-là. Ça ne rendra pas macroéconomiquement les stats très lisibles. En fait, J'entends. Kevin, vous voulez réagir? Non, en réponse, on vous parlait de couper la tête, ou moi je parlerais plutôt on connaît le nœud gordien, c'est le nœud trumpien, donc alors on verra s'il faut le couper ou pas, mais c'est vrai que on parle de recettes, s'il y a marche arrière sur les tarifs douaniers, il nous parlait quand même de 1000 milliards de recettes fédérales en plus. Si je parle, on n'y est pas. Non. Comme on dit, non. pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Quoi. Donc, il va falloir les trouver quelque part. Donc ça, c'est un point. Et puis l'autre, c'est sur l'acier et l'aluminium. Si j'en crois Mistral AI ou ChatGPT, enfin le chat de Mistral AI ou ChatGPT, il faut une centaine de tonnes d'acier pour un puits de taille standard. Pas sûr qu'en augmentant les tarifs douaniers de 25%, ça va encourager des entreprises du secteur privé à aller faire... Pour un puits de pétrole, hein, pour un puits de pétrole notamment. Et c'est pareil, pour aller, on va dire, réindustrialiser le Midwest américain. C'est là où il y a tout cet antagonisme-là. Ah ouais. Andrew, alors on a eu aussi l'entrée en jeu de Scott Bessent la semaine dernière, qui est donc le secrétaire du Trésor américain, qui a donné plusieurs interviews pour essayer d'apporter un peu de cohérence à la stratégie économique de Donald Trump. Il dit pas mal de choses. Il dit que le mandat de Trump sous cette administration, c'est le tour de Main Street. Wall Street a bien profité. Wall Street continuera de bien faire. C'est un homme qui vient de Wall Street, Scott Bessent, donc il ne va pas non plus prédire que Wall Street ira mal. Mais par contre, il dit Main Street va aller beaucoup mieux. Maintenant, c'est au tour de Main Street. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça dans la stratégie économique de Donald Trump? Et puis, il dit un truc aussi important sur les taux, puisqu'il y a tout ce débat de savoir comment est-ce que Donald Trump et Jérôme Powell vont cohabiter pendant au moins quelques temps. Scott Bessent, il dit, ne vous trompez pas, Donald Trump ne veut pas que les taux courts baissent, il veut faire baisser les taux longs. Comment on fait baisser les taux longs pour une économie américaine aussi vigoureuse qu'elle est encore aujourd'hui sur le plan économique? À notre petit niveau, ça n'a pas de sens. Mais on sait que Scott Bessent est crédible, il était salué par les marchés pour les bonnes raisons. C'est que c'est quelqu'un de très fort. Il a aussi dit qu'il avait fait baisser les taux. Sa nomination avait fait un peu baisser les taux longs américains, justement. Il a une crédibilité qu'il a gagnée depuis une trentaine d'années sur les marchés. Le problématique, c'est qu'il a aussi dit qu'il va faire ce que le président lui demande à faire, même s'il ne le croit pas. Et comment soutient Main Street, monsieur tout le monde, les petites entreprises, quand les taux courts restent à leur niveau aujourd'hui et que les taux de défaut montent, je vois mal. Ils sont financés au court terme, en flottant. Ils ne sont pas en fixe. Les grandes entreprises, eux, ils vont profiter de ce qu'il a dit, que le président Trump regarde plutôt la partie longue de la courbe pour faciliter le financement des projets autres. Mais ça, c'est pas pour les petits. Pour le petit commerce, la petite entreprise du coin de la rue, le taux court a beaucoup d'importance. Et c'est pas le boulot de Bessent d'aller déréguler ou autre. Et ça, c'est pas ce qu'il va faire pour les petites entreprises. Ça, c'est plutôt le Doge. Ouais. Mais non, je sais pas exactement ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire par cela, à part ce que son maître lui a demandé à dire. Bon. Faire baisser, même le dollar aussi, ça peut être un problème. Alors, à la fois, c'est la strong dollar policy, la politique du dollar fort est intacte, mais en même temps, on comprend toujours entre les lignes qu'un dollar un peu moins fort, ça peut être aussi utile pour des entreprises américaines. Alors, c'est pas le dollar qui est trop fort du point de vue américain. Ce sont les autres devises qui sont trop faibles. Je suis assez d'accord. Je pense que la clé de lecture ou le nœud, il est bien sur les taux longs. Et donc le nœud gordien, le nœud trumpien. Exactement, le nœud trumpien. Pourquoi ? Parce que, on le disait, la croissance américaine, elle a été portée par de l'investissement public.
La charge d'intérêt de la dette, c'est 25% des recettes budgétaires américaines. Donc on comprend bien l'impact que peut avoir des taux d'intérêt durablement élevés ou plus élevés sur ce financement. D'autant plus que M. Bessent nous a dit avec son rapport d'émission trimestriel qu'il allait bien émettre plutôt sur les parties longues de courbe, le 3 ans, le 10 ans et le 30 ans. Donc il n'allait pas refaire, on va dire, la bêtise, je ne sais pas si elle est trop choix, mais voilà, ce qu'avait fait Mme Yellen notamment, à émettre sur du court. Donc ça c'est un point. L'autre point, c'est que l'autre moteur de la croissance américaine, c'est la consommation, que les taux d'épargne aux États-Unis, ils sont très bas, et donc la propension du consommateur américain à consommer, c'est lié à 2 indicateurs, la bonne santé du marché américain, ça tombe bien, il croît de 4-5% par an depuis quelques années, et ça tient bien, et la bonne tenue des marchés d'actions américaines qui traitent sur un quart de siècle de résultats futurs. Sur ces deux problématiques-là, le niveau des taux d'intérêt, la direction des taux d'intérêt et la vitesse à laquelle ces taux d'intérêt seraient amenés à remonter, on comprend bien que ça peut avoir un impact majeur. Ouais. Sinon, on le voit, je n'ai pas de doute sur le fait que M. Bessent, M. Trump et leurs équipes le voient aussi. Donc, sur l'effet richesse, là, exactement. Et donc, c'est bien là que tiendra, on va dire, par là qu'on aura une meilleure idée de où pourra aller la croissance américaine. Pour faire baisser ces taux longs, alors il y a plein de possibilités, ou faire baisser le dollar. Alors il y a ces fameux accords de Mar-a-Lago, voilà, c'est pas le Plaza. C'est pas Plaza 2, c'est Mar-a-Lago. Ça pourrait être une piste. Il y en a un autre une théorie qui a été développée par M. Bessent lui-même, ces fameux B7 bonds, donc des obligations à très long terme auxquelles on forcerait des taux d'intérêt bas pour forcer ce qu'il appelle des États clients. Oui. C'est ces mots, voilà, pour subventionner. Des clients amis. Exactement, la Pax Americana. Donc des théories, il y en a plein. Voilà, M. Powell son mandat sera renouvelé en 2026. Enfin, voilà, il arrive en terme en 2026. On en saura plus d'ici la fin de l'année. Mais toutes ces questions de dominance budgétaire agitent aussi, je pense, les marchés. Vous parliez de l'or qui est sur des plus hauts. Tout ça, c'est assez cohérent somme toute. Voilà, le scénario central, c'est quand même que il arrive in fine. Voilà, vous parliez de la guerre en Ukraine qui touchera son terme, une résolution de ce qui se passe au Moyen-Orient, essayer de maintenir les matières premières, on va dire sous un plafond. Ça peut être une façon de le faire. La dérégulation, ça peut en être une autre. Donc, on peut avoir des gains de productivité massifs avec l'intelligence artificielle. Enfin voilà, il y a plein de pistes, mais clairement les taux longs, je pense que c'est le nœud. Et c'est ça qui déterminera si ça discipline M. Trump ou au contraire, si ça le fait littéralement exploser. Ce sera l'indicateur de sa crédibilité. Et de ça, voilà, on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est que les taux d'intérêt sont quand même sur des niveaux relativement élevés aux États-Unis, des taux réels à 2,5%. Voilà, peut-être qu'il y a une valeur de protection si jamais il y a une réaction en face. Oui. Normalement, ça s'achète quand même de 2,5% de taux réel aux États-Unis. Nous, c'est ce qu'on fait. Même pour un épargnant qui a du temps, même sans être un professionnel de marché, pour un épargnant américain qui prépare sa retraite, normalement, c'est... Inflation plus 2,5 en moyenne sur normalement, 10 ans, c'est un no-brainer. C'est un no-brainer. À condition que l'inflation reste... Alors, Alain, à condition que l'inflation... Oui, je suis d'accord. L'incertitude, ça ne croît pas parce que le prime à terme, il est quasi... Elle n'est pas si élevée que ça. Par rapport au long terme. En fait, ce qui est important, c'est que les taux réels, ils ont rejoint un niveau qui pratiquait avant la crise financière. Par contre, le prime à terme, il est encore plutôt... en dessous de ce qu'on pouvait observer. Largement. 50 à 100 largement. Historiquement, parce qu'elle est quand même largement... Oui, elle était négative, elle est quand même revenue positive aujourd'hui. Cette prime de terme, la prime d'incertitude, on va dire, sur la partie longue, sur les taux longs obligataires. Vos commentaires, Alain, puis je veux bien qu'on pivote aussi vers la partie européenne, puisque quand même, c'est la contrepartie de ces questionnements, de ces interrogations autour de Trump et de sa stratégie, c'est que les Trump trades... alors qu'ont été des trades gagnants, évidemment, très largement, ont peut-être une dynamique qui est en train de s'affaiblir. Je parle peut-être d'un début d'épuisement avec un point d'interrogation. Et face à ça, le reste du monde respire mieux. Il y a un soulagement sur les actions européennes qui est significatif maintenant. Alors, quand on parlait de Main Street, pour moi, c'est plutôt l'idée que les formes de protectionnisme qui restent à trouver, c'est-à-dire suffit. L'idée, c'est qu'elles défendent justement les working class boîtes américaines. Qu'elle soit un petit peu moins de pression de l'extérieur sans pour autant casser la baraque. Donc j'imagine que transactionnellement, ce qu'il va chercher à faire, c'est plutôt trouver des deals qui précisément vont améliorer ou réduire la concurrence extérieure pour cette Main Street qui, boursièrement, si on enlève les GAFA et la techno, finalement, n'a pas tellement performé dans les dernières années, pas tellement plus que les boîtes européennes. Premier point. Maintenant, si on se tourne vers l'Europe, en fait,
ce qui a un peu changé quand même depuis l'arrivée de Trump et puis les dernières décisions de politique budgétaire, monétaire des banques centrales, c'est que jusqu'à son investiture, les taux US étaient très soutenus et l'Europe, qui aurait dû baisser, en fait, suivait, évidemment avec retard et heureusement parce qu'on n'a pas la même dynamique économique, mais les taux européens étaient un peu aspirés malgré tout par les taux US. Et là, ce qu'on commence à voir, et j'allais dire heureusement, c'est que côté US, ça se tasse un peu, enfin ça monte pas, ça baisse pas, mais ça monte moins qu'avant parce qu'on se rend bien compte que la guerre commerciale est peut-être un peu du bluff quand même. Et de l'autre côté, la BCE, même si elle va prendre son temps, la baisse des taux en Europe court en tout cas, réellement engagée. Donc on a eu, je pense, depuis l'investiture, une vraie déconnexion entre les taux longs US où on sent que c'est higher for longer, et où en Europe, au vu d'une économie quand même, des chiffres pas terribles, atone, on a une vraie baisse des taux qui s'enclenche. Et donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'histoire DeepSeek, même si on a l'impression finalement que des data centers, tout le monde en veut, 109 milliards ce matin en France, Amazon qui continue, les data centers ne sont pas aussi morts qu'on pouvait le penser. Ah non. Mais les dépenses d'investissement pour construire de l'infrastructure n'arrêtent pas d'accélérer. La thématique n'est pas morte. Non. Mais on a vu que chez Microsoft ou Google, que le cloud, c'était un petit peu moins. Enfin, disons. Oui, c'est ce qu'ils disent. Manque de capacité. La croissance ralentit parce qu'on n'a pas assez de capacité. Mais en janvier, il y avait un peu cette idée que c'était les US, IA forever, et puis IA infrastructure semi, IA, Schneider, ASML. Et il n'y avait que ça. Et il y avait tellement que ça que du coup, ça avait peut-être un peu trop monté. Bon, ça s'est redescendu maintenant, mais ça reste quand même une belle thématique. Mais peut-être qu'à l'occasion c'est pas vraiment une bulle, mais l'affaire DeepSeek a peut-être aussi révélé au marché où les gens se sont dit, il y a peut-être autre chose que l'infrastructure IA ou même Schneider. Et qu'est-ce qu'on a redécouvert à cette occasion-là? Et donc ça, c'est un peu le ruissellement, si j'ose dire. Les gens étant sortis de cette mono-idée, quelque part, ils ont commencé à regarder autour d'eux, ils se sont dit, finalement, il y a qu'est-ce qu'on voit là, pas si cher que ça. Donc, et en Europe, notamment, avec la baisse des taux. Et peut-être, si on rajoute les élections allemandes qui pourraient un peu réaccélérer l'économie allemande, et puis peut-être un cessez-le-feu en Ukraine. Toutes ces choses qu'on dit depuis novembre, mais c'est une thématique qui ne s'est pas vraiment révélée parce que les taux US entraînaient tout. Et donc là, on est face à un système où finalement, on a du re-rating de l'Europe, alors que les estimations de résultats, il ne s'est rien passé. L'Europe est à l'arrêt, les résultats sont moyens, mais ça se revalorise. Et avec les élections allemandes qui arrivent et le possible armistice en Ukraine, on va voir. Il y a des catalyseurs possibles devant nous. Je ne dirais pas lassitude Trump, mais il y a moins de surprises, on va dire, à attendre. Eh bien, on a, je pense, une re-rating de l'Europe qui n'est pas du tout exclue. Bon, et ça peut se poursuivre. Dans quelle mesure on a envie d'accompagner ce mouvement de re-rating de l'Europe et peut-être aussi d'ailleurs dans le monde, Andrew, est-ce que ça peut être un trade un peu long au-delà de quelques semaines en début d'année? Quand on dit l'Europe aussi, c'est qu'il y avait des boîtes européennes qui étaient très américaines, mais qui étaient pénalisées parce qu'elles étaient code postal. Donc là, par exemple, Valorec aujourd'hui, typiquement par rapport à l'annonce, là, elle se réveille. Parce que... Usine aux États-Unis, etc. etc. En gros. Oui, on l'accompagne. C'est fin de l'année dernière, en fait, on a rééquilibré nos portefeuilles pour renforcer notre exposition sur l'Europe, sans l'avoir acheté en groupe, mais au moins de plus être sous-pondéré, ce qui était le cas depuis presque 2 ans. Et ça, vous avez mis fin à 2 ans de sous-pondération sur les actions européennes. Ce qui nous a pénalisé tout au début, parce que 2023, on avait un peu l'expérience qu'on a eue là. C'est vrai. Inattendu, mais ça, c'est très bien de l'accompagner. On espère qu'il va y avoir un élargissement de la participation dans la hausse des marchés en dehors des GAFA, des Mac 7. Donc, ça serait plutôt bénéfique. Mais ce qu'il nous faut aussi, c'est que le BCE bouge. Donc, c'est ce qu'elle fait, là. Quand même, c'est ce qu'elle fait. Chaque réunion, elle bouge à chaque réunion. Ne m'aurait pas encore suffisamment pour relancer la machine. Mais ils étaient obligés d'attendre un peu les premières semaines de président Trump pour avoir une idée à quelle sauce ils allaient être. Oui. Mais vous pensez que la BCE pourra bouger plus vite qu'elle ne le fait aujourd'hui, à un certain moment? Je crois qu'il faut. Non, mais ça, qu'il le faille. Oui, je sais. Oui, je crois qu'ils vont le faire. Ouais. Et c'est
Même si la Fed fait plus rien. C'est-à-dire ce débat-là qu'on a eu tout au long de 2024, est-ce que la BCE peut baisser ses taux 15 jours avant la Fed? Est-ce que c'est possible? Cette idée de politique monétaire coordonnée, ça c'est mort. C'est dépassé. Fini. Ok. C'est pour ça qu'on a des taux US qui sont remontés à des niveaux qui... Et pour le marché, c'est plus un problème, parce qu'on nous disait, oh là là, on va aller sous la parité à nouveau, etc. Et bon, l'euro, pour l'instant, ne retourne pas à la parité. On pédale dans le vide un peu actuellement en Europe, donc il faut bien qu'il y a quelque chose qui lui donne un impulse. Bon, l'Ukraine, ça serait une très bonne nouvelle, mais attention à la chute de l'inflation derrière, parce que les prix d'énergie et surtout le prix alimentation énergie devrait baisser très vite, ce qui va être un défi pour le BCE. Mais il reste énormément d'épargne en Europe, extraordinaire, le niveau d'épargne des ménages. Et je crois que la confiance, ce qui peut être entraîné par une solution là-bas, sans avoir peut-être quelque chose de positif de l'Allemagne, mais je l'entends pas vraiment parce que je crois qu'ils sont pas prêts à changer. Ça va pas être le grand soir, non, mais ce sera pas le grand soir. Hein. À la marge, ils vont faire des choses comme d'habitude. Merz l'a dit à l'issue du débat avec Scholz ou dans le débat, je sais plus. On peut réfléchir à réformer, ajuster la règle d'or budgétaire, mais tout commence d'abord par des économies. C'est quand même l'opinion publique allemande, elle change. Hein. Si on regarde des sondages faits par l'INSEE local, en juin-juillet 2024, une majorité d'Allemands disaient oui, ils veulent garder cette règle d'or concernant le déficit allemand. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population allemande qui est prête à évoluer sur le sujet. Et les patrons allemands, prennent leur part au débat. C'est-à-dire qu'il faut lire Christian Tschwing, etc. Tous parlent et parlent d'ailleurs d'une voix assez unique pour expliquer ce qu'il faudrait faire. Pour y arriver, il faudra passer d'une grosse coalition à une pleine coalition. Mais ça fait beaucoup. Il y a beaucoup ça peut être un catalyste, je suis d'accord, au moins un signal. Sur la BCE, la capacité à s'affranchir d'une réserve fédérale américaine qui semble en pause peut-être pour plusieurs mois. Je crois que le marché attend rien avant juin. Et peut-être que juin, on s'apercevra qu'il ne se passera rien, j'en sais rien. Mais ce sujet-là, c'est plus un problème pour le marché. Je ne crois pas que ça en soit un. Non, mais on a eu tellement ce débat, encore une fois, sur est-ce que la BCE peut baisser ses taux avant la Fed. Je souscris aux arguments qui ont été mis en place. Enfin, le scénario central en Europe, c'est quand même une reprise graduelle sur fond de gains de pouvoir d'achat avec une désinflation et des baisses de taux. Baisses de taux qui, en plus, mettent peut-être un frein à, en tout cas, ralentissent le niveau de thésaurisation des ménages européens. Ça, c'est le scénario central. Et il y a des endroits où ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si je regarde dans le sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, l'Espagne, elle croit au même niveau que les États-Unis, à peu de choses près. Et puis, c'était l'État espagnol qui supportait beaucoup la croissance espagnole. Aujourd'hui, c'est les ménages, c'est les dépenses d'investissement. On peut remonter le SMIC, exactement. Donc, réajuster la durée du travail. Après tous les gains d'efforts qui ont été faits, il y a une partie un peu de redistribution en plus politique qui n'est pas inintéressante. Pour un pays où le schéma politique reste un peu compliqué aussi. C'est sûr que le couple franco-allemand, c'est plus de la locomotive que ça a pu être. Les choses peuvent changer, les choses ne sont pas gravées dans le marbre, et sans doute que ce qui se passe outre-Atlantique, ça nous réveille ou ça nous bouscule un petit peu. Il y avait un papier très intéressant, un éditorial très intéressant de Mme Lagarde et Mme von der Leyen il y a une semaine qui parle de choc de simplification pour les entreprises. C'est quand même très différent de ce qu'on a pu avoir par le passé. Entre les propos et la réalité, il peut y avoir un monde, mais c'est pas rien. Donc ça, c'est un élément, je crois. L'autre, sur la thématique de l'intelligence artificielle, on a quand même eu, là aussi, il y a une dizaine de jours, la réalisation que tout le monde voulait investir dans les pelles et les pioches de l'IA pour refaire ce parallèle avec la ruée vers l'or. Et on réalise que peut-être que c'est les utilisateurs, les logiciels qui vont en bénéficier parce que ça coûte un peu moins cher. On a aussi soudainement réalisé, en tout cas beaucoup ont soudainement réalisé que dans la Chine, il y avait beaucoup de doctorants, il y avait une matière grise extrêmement importante et que, je crois que le fait qu'une entreprise comme Nvidia fasse à peu près rien depuis juin 2024, alors que les résultats croissent de 30% par trimestre, il ne faut rien boursièrement parlant, alors qu'il délivre. Et dans le même temps, vous voyez une entreprise comme Alibaba en Chine qui, là aussi, investit dans l'intelligence artificielle, a ses propres modèles de langage. En plus de ça, tous les applicatifs pour essayer de faire ce que font des Google, et des Facebook et des Instagram sur comment aider leurs clients à toucher eux-mêmes leurs clients. C'est pas les mêmes niveaux de valorisation et je crois que cet écart-là, il est peut-être en train d'être résorbé d'une façon ou d'une autre. Et ça, encore une fois, je pense que la thématique de
l'intelligence artificielle, l'investissement technologique a clairement plusieurs années devant elle, la façon de le faire, qu'elle diffère un petit peu, et ça depuis quelques semaines. Et c'est une bonne nouvelle, encore une fois. Bien sûr. Parce que ça veut dire des gains de productivité plus largement, ça coûte moins cher, c'est bien pour tout le monde. Bien sûr, une diffusion, une commoditisation de l'intelligence artificielle à vitesse grand V, c'est plutôt positif pour les gains de productivité mondiaux. L'IA n'est pas mort, mais ce qui s'est passé finalement avec le modèle chinois, c'est on se rend compte que ça n'est pas un monopole de l'oncle Sam. Ouais. Et quelque part, ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. D'ailleurs, le salon qu'on voit aujourd'hui en France, les 109 milliards restent à concrétiser. OpenAI va avoir ses puces, etc. Voilà. Enfin, il y a une concurrence partout qui est en train de s'organiser. C'est pas ChatGPT only. C'est ouvert à tous. Alors, c'est bien pour tout le monde en soi. Mais boursièrement, alors qu'avant, il y a un focus. Et donc, ça veut dire que c'est un thème dont l'Europe va pouvoir profiter aussi ? Tout le monde. Clairement, en fait, c'est les Chinois qui ont sorti la nouvelle disruptive, entre autres parce que c'était un modèle en open source. Oui. Mais quelque part, ça ouvre c'est très, je dirais pour un jeune chercheur en IA, il y a peut-être un mois ou deux, on se disait, mais il faut aller aux US, sinon t'es mort. Là, quelque part, potentiellement, on peut revenir dans la course. Après, c'est concrétisé. Mais ça veut dire que pour un investisseur, avant, la seule voie, alors surtout que ça sortait des 500 milliards de Stargate annoncé par Trump. Ce qu'on pouvait penser derrière, c'est qu'ils vont nous écraser, on est mort, c'est fini. Et là, ce truc sort, mais sinon, ça veut dire non, on n'est pas mort. En fait, on peut commencer aussi, chacun à en profiter. Et je dirais boursièrement, quand on part d'un marché US où il y a quelques valeurs qui étaient des valeurs stratosphériques, elles ne sont pas mortes, c'est pas la question. Bien sûr. Mais il y a peut-être d'autres alternatives un peu moins chères. On regarde un petit peu ailleurs aussi. L'idée, vous disiez, on a neutralisé la sous-pondération qu'on avait sur les actions européennes. Est-ce que le mouvement peut être plus global que ça ? Est-ce qu'il est temps de redéployer une partie des investissements et des plus-values qu'on a accumulés sur les États-Unis plus largement dans le monde aujourd'hui, dans une gestion globale, Andrew ? C'est plutôt le sens de notre histoire. C'est le sens du voyage, là. Tout à fait. D'accord. Et ça veut dire quoi ? C'est la distribution des opportunités, de capacités. Il n'y a rien qui reste secret pour très longtemps. Jusqu'à vendredi, où on n'avait jamais entendu parler de DeepSeek. Mais à culpa, mais moi je ne savais pas ce que c'était. Lundi, on avait... personne. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, le marché nous a mis un prix sur DeepSeek très très vite. Le problème, c'est que la surperformance du reste du monde par rapport aux US, est-ce que ça va durer 6 mois comme une fois tous les 5 ans, ou est-ce que ça sera un petit peu plus long ? Bon, on verra. Bon, un mot, il nous reste 2 minutes. Ce sera l'autre facette de cette semaine. Il y a Trump qui taxe et il y a Jérôme Powell qui témoigne. De quoi témoigne-t-il demain ? Enfin, je veux dire, le jeu de la Fed, là, dans le monde de Trump, ça va être compliqué, un peu, beaucoup. Est-ce qu'il faut imaginer peut-être même un renversement à un moment du schéma de politique monétaire qui était plutôt celui de baisser les taux ? Non, je crois que c'est juste une épreuve de réalisme. Comme il a fait avec le comité lors de dernière réunion de la Fed, à dire qu'ils avaient gagné un peu de marge de manœuvre en remontant les perspectives sur l'inflation, mais aussi sur la croissance. Oui, l'emploi. Donc, je crois qu'il a besoin de rien dire, d'assurer qu'ils sont toujours à la barre et que tout va bien pour l'instant. Et un petit pause pour prendre le temps d'apprécier non seulement la situation politique, mais aussi profondeur de la demande et les capacités de la machine américaine de continuer à produire dans les 6 mois à venir. Donc pourquoi pas juillet ? Pourquoi pas peut-être rien ? Oui, non, plus rien. Avec une économie telle qu'elle est constituée aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment, à part pour M. Main Street, mais je crois qu'ils vont être vite oubliés, comme d'habitude. Donc malheureusement, parce que... Et pour Main Street, il y a quand même 200 000 emplois qui sont créés en moyenne aux États-Unis tous les mois. Le taux de chômage, il est sous les 4%. L'inflation salariale, elle est là. Et honnêtement, s'ils arrivent à faire baisser les taux longs, maintenir les taux longs sur un niveau faible, ça a aussi un impact sur les taux moyens payés. On n'a pas pris ces paris comme vous. Les taux hypothécaires américains. Les taux longs, Bon. Mais le marché anticipe quand même encore que la Fed bougera cette année à la baisse. Une fois et demie, Une fois et demie. Bon. Peut-être une fois et demie de trop, on verra. On n'en est pas encore là. Alors, sur l'Europe, je pense que la BCE va baisser assez régulièrement. Il y a un 75,2, mais j'ai l'impression que tout le monde n'est pas encore convaincu. Il y a encore des opérateurs qui pensent qu'elle va faire une petite pause, qu'elle baissera une fois sur 2.
Donc on va voir ce qui se passe. Mais moi, je serais plutôt pour une baisse pas brutale, mais régulière et assez rapide. En fait. On a eu la nouvelle estimation du taux neutre, je crois qu'il ne nous dit pas grand-chose de nouveau. 1,75 de 25. Imaginez comme on veut tous les semaines. La question, c'est quand est-ce qu'on y sera septembre prochain ou début 2026. Bon, on verra, prochaine réunion le 6 mars, on sera à 2,50 de taux de dépôt avec une nouvelle baisse de taux de 25 points de base. Voilà, on se rapproche de la borne haute du taux neutre et on verra comment le Conseil des gouverneurs de la BCE, comment la conversation évolue au sein du Conseil des gouverneurs une fois qu'on arrivera proche de cette borne haute du taux neutre en zone euro. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Dubrul, Claresco, Andrew Etherington, AXA IM et Kevin Tauzet, Carmignac.